Il y a sous nos yeux une musicienne qui s'ignore. Elle est là depuis toujours. Elle est auteur, compositeur, interprète et le chef d'orchestre de ses cris et murmures. Elle, c'est la nature. N'a-t-on pas déjà dit que tout est musique ? Un tableau, un livre, un voyage, un paysage ne valent que si l'on entend leur musique. En effet, tout commence là. Un craquement d'arbres, le souffle du vent, le bruissement des feuilles, le gazouillis des oiseaux ou les clapotis d'un ruisseau. Tous ces bruits sont le point de départ d'une musique du monde. Un homme bouleverse son époque. Il est polytechnicien par devoir, mais aussi écrivain, musicien, ingénieur et admirateur de l'ésotériste Georges Gurdjieff. Homme de paradoxe et chercheur de sonorités nouvelles. Pionnier d'une nouvelle école musicale que l'on appellera dès 1948 musique concrète. Son nom, Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer est quelqu'un qui est certainement un des acteurs de la musique les plus importants au XXe siècle. Il a vraiment révolutionné la manière de composer et la manière de concevoir la musique. Les deux grands apports de l'extérieur dans la musique européenne, c'est finalement l'Afrique et l'électricité et l'électronique. Pour la première fois, Pierre Schaeffer a défini la musique non pas en termes de notes et de solfège, mais en termes de son. Et qu'au fond, quelque chose que moi j'avais, que je sentais en moi de manière informelle ou enfin non formulée, qui était le fait qu'au fond, n'importe quel son peut devenir n'importe quel bruit peut devenir de la musique à partir du moment où on le considère comme tel et où on va le manipuler d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que, en fait, la différence entre un bruit et un son musical, c'est finalement l'intervention qu'on va donner, l'interprétation qu'on va en faire. Et cette idée-là a changé complètement la manière d'écrire, de composer, de produire et même de consommer aujourd'hui de la musique. Au début du XXe siècle, l'idée d'un certain renouvellement artistique se fait sentir. À l'instar d'Apollinaire qui cherche à renouveler la poésie, une génération de compositeurs va faire naître une nouvelle esthétique musicale. On peut citer Debussy, Satie, Ravel, Bartók et le groupe des Six, avec notamment Poulenc et Darius Milhaud. Le futurisme est le point de départ de toute cette histoire musicale. Le manifeste futuriste est écrit par le poète Tommaso Marinetti en 1909. Ce mouvement rejette la tradition esthétique et exalte le monde moderne, en particulier la civilisation urbaine, la machine, la vitesse. Je crois que tout ce qui est musique
le courant futuriste des années 20, qui a été précurseur finalement de la musique concrète du GRM. Luigi Russolo avec son art des bruits. Tout ça, tous ces concepts-là, c'était quelque chose qui m'a beaucoup intriguée. Et bien sûr, après, dans ma musique, on trouve des éléments comme ça. Pas dans tous les albums, mais dans mes premiers albums, dans La Marche de l'Empereur. Bien sûr, je ne me comparerai absolument pas à ces grands compositeurs de musique contemporaine, quoi. Mais après, si on parle de Luigi Russolo, l'art des bruits, il fabriquait des instruments visant à générer des bruits, quoi. Alors, à l'époque, on n'appelait pas ça des objets sonores encore, mais vraiment du bruit. Le bruit que je n'aime pas du tout, c'est le bruit de la musique, quelle qu'elle soit, dans les restaurants. Ça m'est arrivé même de débrancher les enceintes parce que c'est quelque chose que je supporte pas, mais physiquement, c'est même pas une question morale en se disant finalement il y a de la musique qu'on n'écoute pas, c'est pas bien, etc. C'est même pas ça, c'est vraiment quelque chose de physique. Et puis les sons que j'aime, il y en a beaucoup, mais souvent le son du vent dans les feuillages, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, cette espèce de côté de bruit blanc phasé d'une certaine manière. On pourrait dire, c'est-à-dire c'est un son qui est en perpétuel, qui est toujours le même, mais jamais le même. C'est difficile de mettre pour moi une hiérarchie dans les bruits, mais enfin c'est sûr qu'il y en a qui sont plus pauvres que d'autres. En général, je pense que mes bruits préférés, c'est certainement ceux que j'ai utilisés spontanément dans mes albums, très rapidement. C'est-à-dire en fait les matières naturelles comme le bruit d'un ruisseau, le bruit de glaçons, le bruit de... toutes ces sonorités où on arrive à toucher la texture, le bruit du feu, le crépitement du feu, que j'avais organisé en base rythmique et de texture pour un morceau qui s'appelait En cendres, qui était sur mon album Végétal. Et d'ailleurs, au GRM, il y avait, le thème c'était l'eau, c'était une pièce qui s'appelait Aqua, et j'avais samplé un ruisseau. Et j'en avais fait un synthé. Donc vous voyez, toutes ces matières naturelles, je crois la pierre, voilà, c'est ça qui m'intéresse, enfin qui m'a inspiré en tout cas pour des albums, ça c'est sûr. Pratella et Russolo sont deux artistes qui ont, de leur point de vue, franchi le pas et réellement construit une musique avec cette idée de bruit extérieur, jusqu'aux bruitistes, donc les bruiteurs plutôt, les intola rumori, les appareils à faire des bruits qui sont venus s'incorporer à l'orchestre et qui ont fait toutes sortes de bruits, des bruits texturés, etc., sans grand lendemain. Mais au fond, leurs idées ont émergé au milieu de tout un mouvement qui va dépasser l'orchestre. Alors, à l'époque où Russolo écrit L'Art des bruits, donc 1913, il y a en Europe tout un mouvement de libération des formes artistiques, au point qu'une série d'ouvrages appelée L'année 1913 est parue il y a quelques années en France et qui regroupe tous ces manifestes. Ils étaient très nombreux. Et puis après, il y a eu la guerre de 14-18, évidemment, donc tout s'est arrêté. Et puis l'esprit a changé, mais quand même, on a eu Dada en 1916 en Suisse. Et puis, après la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu effectivement la reprise de cet élan, et puis qui a donné ensuite lieu à un retour vers le néoclassicisme pour des raisons nationalistes et autres. Donc l'idéologie politique était très présente. Mais 1913 est une année clé pour la pensée de l'avant-garde. Mais faisons un bref voyage dans le temps.
Il faut considérer plusieurs étapes dans l'élaboration d'une telle révolution musicale et technologique. Les intuitions et réalisations du passé comptent pour sa compréhension. Commençons par Pythagore, grand mathématicien et philosophe grec du VIe siècle avant Jésus-Christ. Inspirateur notamment de la musicothérapie, croyant en la réincarnation, il fut probablement un des premiers végétariens de l'humanité. Pythagore inventa le mot philosophe, mais surtout il dispensait à une partie de ses élèves, les acousmaticiens, un enseignement oral, derrière un rideau, pour que ces derniers ne soient pas distraits par sa présence physique et puissent concentrer leur attention sur le seul contenu du message. Acousma en grec signifie « ce qu'on entend ». Pythagore inspirera au XXe siècle la création de la musique acousmatique qui suscite l'attention de la perception auditive. C'est le puissant pouvoir des sons dont la source est cachée. On peut aussi parler du philosophe anglais Francis Bacon, qui publie en 1622 un roman utopiste appelé La Nouvelle Atlantide. Il y raconte que dans cette île, les habitants construisent des maisons de sons, dans lesquelles on modifie l'univers sonore dans toute sa diversité, les gammes, les accords, le volume des voix, et tout ça par l'intermédiaire d'instruments et de machines inconnues. En somme, Francis Bacon aura l'intuition de ce qui deviendra 350 ans plus tard les studios d'enregistrement. Il prédit aussi l'invention du téléphone. À partir de 1897, l'Américain Thaddeus Cahill développe le premier instrument de synthèse musicale électromécanique, le télarmonium ou dynamophone. Aucun enregistrement audio et peu de photographies de cette machine qui pesait près de 200 tonnes et qui fut achevée en 1906. Très tôt, l'électricité joue un rôle important dans la création musicale. En 1919, un ingénieur russe, Léon Térémine, invente un boîtier électronique équipé de 2 antennes. Cette invention, nommée Térémine, permet de produire de la musique sans que les mains touchent l'instrument. L'antenne verticale commande la hauteur de la note en faisant varier la distance de la main droite. Et l'antenne horizontale, en forme de boucle, fait varier le volume selon la distance de la main gauche. Plus tard, en 1928, un Français, Maurice Martenot, présente l'onde Martenot, instrument monodique à oscillateur électronique utilisant un clavier. Il est utilisé par des artistes comme Edgar Varèse, Jacques Brel et plus récemment Radiohead ou Gorillaz. Le Térémine et l'onde Martenot offrent de singulières productions sonores, assez proches de la scie musicale, et qui évoquent un peu des voix venues d'ailleurs, suggérant une atmosphère fantastique, onirique. Depuis le début du XXe siècle, on assiste à ce mouvement de libération de la musique qui cherche, par des liaisons avec les bruits du monde, à créer des nouvelles musiques. Apollinaire parlait de symphonie du monde. Il y avait un musicien qui s'appelle Carole Bérard, qui était de la même époque, qui lui parlait de symphonie de bruit, terme que Pierre Schaeffer a repris en 1948. La symphonie de bruit de Pierre Schaeffer, c'était l'argument premier qui a déclenché l'envie de faire la musique concrète. La musique concrète naît officiellement en 1948, avec la composition de 5 études de bruit. La déconcertante, l'imposée, la concertante, la composée et la pathétique. Vous allez découvrir la deuxième, l'imposée, ou étude au chemin de fer.
Les images de Méliès viennent pour l'occasion illustrer la composition. La musique concrète, c'est une musique qui est faite à partir du son enregistré et qui est fixé sur un support, un petit peu comme le cinéma. On enregistre des scènes qui sont fixées sur un support, la pellicule, et on monte ces scènes, on les arrange et on crée une continuité. La musique concrète est du même ordre. Et une fois que le son est enregistré, le musicien doit travailler pour gommer, faire disparaître l'origine du son ou la reconnaissance de la source du son, de façon à extraire une sorte de matériau musical brut qui va lui servir pour composer une œuvre dans laquelle il n'y a plus de référence au son anecdotique. Je pense que mon contact avec le groupe de recherche musicale et Pierre Schaeffer en particulier, mais aussi François Bell, Bernard Parmigiani, enfin tout Guy Rebel aussi, qui a été mon professeur aussi, a été extrêmement formateur avec cette idée que Schaeffer avait qu'on était stagiaire au départ, la première année, et ensuite on enseignait déjà et on encadrait les stagiaires de l'année suivante. Et donc il y avait ce rapport de va-et-vient entre ce qu'on reçoit et ce qu'on transmet, et que je trouve extrêmement intéressant, et qui, moi, m'a beaucoup apporté. Mais ça m'a marqué définitivement, c'est-à-dire que pour moi, la musique électronique, je l'approche de toute façon à la manière de la musique concrète. Je m'explique, c'est-à-dire que pour moi, que la matière sonore soit une matière sonore qui vienne d'un matériau enregistré, d'un son, le son de la pluie, le son du vent, d'un train ou quoi que ce soit, ou que ça soit généré par une fréquence électronique, au fond, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est finalement la manipulation à partir de ce matériau sonore brut qui va faire la musique que j'ai envie de créer. C'è un altro elemento che per me è importante nella musica di Pierre Schaeffer, cioè il suo ricorrere a materiale di archivio. E ha la possibilità di registrare tutta una serie di elementi e poi utilizzarli e riutilizzarli. E questo trova un collegamento molto, molto vicino a un altro mio ambito di interesse che nella seconda metà degli anni '80, già con la diffusione dei campionatori, ha aperto le possibilità dei compositori della musica agli archivi musicali, cioè riutilizzare musica che era già stata eseguita, prodotta in altri ambiti. E io credo che insomma Pierre Schaeffer sia stato una sorta di antenato per questa pratica. A volte guardavo la mia collezione di dischi che è abbastanza ampia e dicevo, ma io con tutta questa roba dovrò farci qualcosa, che non è soltanto studiarla, ascoltarla, capire, ma anche proprio utilizzarla tecnicamente. E infatti ho usato molte registrazioni di Pierre Schaeffer all'interno dei miei lavori e come di tanti altri compositori. Insomma, è una sorta di saccheggio creativo che mi ha sempre affascinato.
Alors, la musique concrète, c'est une expression créée par Pierre Schaeffer en 1948, inventée par lui et dont il est le seul inventeur. C'était un genre qui se créait du côté de Paris, alors que parallèlement se créait sous notre nom, quelque chose qui a l'air d'être très différent, mais qui en fait pour moi c'est quand même le même courant, c'est des musiques de son fixé. Et donc à cette époque-là, on avait la musique for tape aux États-Unis, la musique électronique, l'électronische musique en Allemagne, la musique concrète en France. Les gens se connaissaient. Schaeffer a d'ailleurs fait beaucoup de travail pour le réunir, que les gens se rencontrent, quitte à se discuter. Et comme on sait, à la fin des années 50, en rapport avec le fait que Pierre Schaeffer lui-même aimait bien rebattre les cartes, changer les choses, qui faisait d'autres choses, qui passait à ça, a cessé de parler lui-même de musique concrète. Bien. Alors ça s'est appelé musique électroacoustique, la musique pour support. Implicitement, à l'époque, on appelait ça musique sur bande, parce que c'était toujours fabriqué sur bande magnétique, qui était le support le plus pratique. On peut écouter instantanément ce qu'on a fait, on peut monter comme ça. Et quand j'ai commencé à en faire moi-même, ça s'appelait musique électroacoustique. Mais quand on disait musique électroacoustique, dans presque tous les cas, ça voulait dire la musique sur support. Alors, c'est vrai qu'il y a une sorte de confusion auprès du public, parce qu'on a parlé de musique concrète, musique électroacoustique, musique acousmatique, musique électronique. Alors évidemment, on se dit, mais c'est quoi ces trucs différents? Mais bon, musique concrète est une appellation historique, parce qu'il s'agissait de dire et de revendiquer que cette musique était faite concrètement. On ne partait pas d'une partition a priori, on partait directement du son, et donc en écoutant les sons, les mélangeant entre eux, on prenait des décisions d'écriture artistique. Elle était faite concrètement. Peu importe le son avec lequel on travaille, ce n'était pas des sons concrets comme on a voulu dire, c'est la démarche qui est concrète. Ensuite, on a mis l'accent sur autre chose. On a parlé d'électroacoustique parce que finalement, un des points communs à ces musiques, c'était d'utiliser les outils électroacoustiques. Vous n'avez pas un terme qui puisse recouvrir toute la réalité. Cinéma, c'est l'art du mouvement, par exemple. Ça dit peu de ce qu'est le cinéma. Donc, à un moment donné, il y a un consensus sur un terme pour désigner une pratique, même si ce terme n'est pas exhaustif par rapport à la pratique. Musique concrète, musique électroacoustique. Alors, voyant que certains s'emparaient du terme électroacoustique en le déviant, en quelque sorte, de son sens historique, des gens comme François Bell ont imaginé un nouveau terme, qui était le terme de musique acousmatique. C'est-à-dire, c'est à chaque fois la même chose, mais vu sous un angle différent. Alors, dans les débuts de l'art qui consistait à utiliser l'électricité pour produire des sons, comme c'est Schaeffer qui a été l'initiateur, il a appelé cela musique concrète pour l'opposer à musique abstraite, donc musique qui se fait concrètement, qui s'écoute, qui se fait, tandis que la musique abstraite, c'est celle qui se note et qu'on entend ensuite lors d'une exécution. Les Allemands, à peu près à la même époque, ont utilisé le terme de musique électronique parce qu'on réglait les appareils avec des générateurs électroniques. Un peu plus tard, pour unifier, on a introduit le terme de musique électroacoustique, ce qui a été commode pour les marchands de disques. Et quant à moi, je suis arrivé dans les années 75 à penser que les artistes qui travaillaient avaient le droit de nommer leur propre musique, d'avoir une musique autonome et un mot qui le définisse bien et qui était libre et qui nous vient de Pythagore, l'acousmatique. L'acousmatique était la manière dont Pythagore enseignait derrière un rideau. Il fallait faire attention. Donc c'est la musique qui suscite l'attention de la perception auditive. Et donc, musique acousmatique a été un terme qui s'est généralisé après et maintenant que tout le monde emploie. Nous, on obéit. On sait qu'on est de simples exécutants. Enfin, on le fait sérieusement, il faut bien dire. Guy Rebel est aussi sérieux que sa pipe. Ce qui est vraiment authentique dans cette archive, en fin de compte, c'est le disque de Sillon fermé, parce que, bien sûr, la scène est cocasse.
dans son désir de reconstitution qui n'est qu'assez approximative. Alors, par exemple, on voit Schaeffer distribuer les disques comme si c'était des récompenses. Je suppose que dans la séance elle-même, on prenait les disques avec beaucoup plus de soin, beaucoup plus d'anxiété. Mais enfin bon, c'est très bien. On voit Schaeffer essayer de retrouver son passé avec une juvénilité sympathique. Quand je repense à Schaeffer, quand je le vois là, dans l'enthousiasme, au fond, de sa jeunesse, ça me fait chaud au cœur. Parce que je l'ai tellement entendu ensuite critiquer cette période. Parce que chez Schaeffer, il y a cette double particularité d'être celui qui a inventé tout ça, et puis, l'ayant inventé, immédiatement l'a critiqué. C'est-à-dire a pris du recul, de la distance, et a tout de suite senti les limites qui lui ont causé une gêne considérable. Parce que en même temps qu'il ouvrait une porte dont il ne pouvait pas pressentir l'étendue, il avait plus le sentiment de détruire un passé de musique qu'il respectait infiniment, de détruire aussi la technique, puisque finalement c'était des machines détournées dont on employait l'imperfection. Les sillons fermés, c'était finalement des erreurs. Enfin, on fabriquait avec des erreurs des agglomérats d'erreurs dont il résultait des surprises. Alors l'aspect surprise, l'aspect surréaliste, Schaeffer voulait bien le prendre, mais au fond, il n'était pas un poète, il n'était pas surréaliste, il était un ingénieur. Il était donc finalement un peu honteux de tout ça. Et alors, c'est cet étrange personnage qui, en même temps qu'il ouvrait les portes, critiquait ceux qui empruntaient ces nouveaux chemins qui venaient finalement d'ouvrir. Il faut associer à Schaeffer un autre grand personnage du même moment, qui était Stockhausen, qui lui n'a pas eu du tout le même comportement, et qui a été tout de suite un visionnaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas perdu son temps à critiquer ce qu'il était en train d'inventer. Au contraire, il l'a multiplié, il l'a enrichi, et il l'a enrichi par son imagination qui était extrêmement vive, celle de Schaeffer aussi. Mais il s'est engagé justement à corps perdu dans ce chemin, et il a immédiatement produit des énormes chefs-d'œuvre, des immenses chefs-d'œuvre qui l'ont propulsé jusqu'à son dernier souffle, puisque les dernières œuvres des derniers instants vivants de Stockhausen ont cette même ferveur, cette même force, ce même enthousiasme qui a habité Schaeffer pendant seulement quelques jours de sa vie dans les débuts des années 48, et qui se sont malheureusement, pour la musique, très vite refermés. Schaeffer étant ensuite plutôt un homme qui a réfléchi sur ces problèmes et qui nous a apporté, alors là, la chose très positive de sa réflexion sur la perception. C'est plutôt donc un philosophe. Alors, Pierre Schaeffer, qui est l'inventeur de la musique concrète en 1948, a fait ses premières armes avec un dramaturge et metteur en scène qui s'appelle Jacques Copeau. Et durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont effectivement beaucoup travaillé ensemble. Et ce qu'en a tiré Schaeffer, il l'a raconté dans un ouvrage par la suite. Et c'est le rôle presque créateur du microphone. La voix qui est captée par le microphone devient un objet différent. Et au fond, n'importe quel son que le microphone capte va livrer autre chose à l'écoute du musicien, à l'écoute attentive. Et cet effet transformateur du microphone, on ne peut pas, au fond, le deviner sans en faire l'expérience. Et l'expérience, il l'a obtenue grâce à cette phase de travail avec des comédiens, des comédiennes,
qui était enregistré pour la radio précisément, mais dans un but de diffusion en fait, pas de transformation. En 1958, Pierre Schaeffer, qui jusque-là avait été appelé à d'autres fonctions, il allait travailler beaucoup en Afrique pour développer des radios au Sénégal ou ailleurs, Pierre Schaeffer revient en France et là il décide de reprendre en main ce groupe et il fonde le groupe de recherche musicale, le GRM, qui existe encore aujourd'hui et qui est extrêmement actif. Le GRM, groupe de recherche musicale, est fondé par Pierre Schaeffer en 1958. C'est le premier grand organisme de recherche qui se consacre à l'étude des sons. Bon nombre de compositeurs ont participé au développement de cet organisme unique en son genre. On peut citer notamment les artistes François Bell, Guy Rebel, François Delalande, Jacques Lejeune, Bernard Parmigiani, Jean Schwartz, Michel Chion, Agnès Tanguy, Jacques Vidal, Luc Ferrari, Yanis Xenakis, Ivo Malek, François Bernard Mache, Christian Zanesi et Daniel Teruggi. Découvrons tout de suite le GRM, qui a été intégré à l'INA en 1975, après l'éclatement de l'ORTF. Les studios se trouvent à Radio France. C'est assez difficile de parler du rôle du GRM. Mais ce qu'on pourrait dire rapidement, c'est que d'une part, c'est une sorte de maison mère, puisque c'est là que se sont passées les premières recherches de ce type de musique, et que finalement, il a un rôle... alors le rôle aujourd'hui, c'est que c'est à la fois un rôle historique patrimonial auquel on peut se référer, et en même temps, c'est un organisme de production musicale qui, depuis quelques années, s'est ouvert au champ de ce que l'on appelle les musiques électroniques, au sens le plus large du terme, si bien que le GRM est perçu sous ces deux angles, un lieu, une maison de musiciens, au fond, où on fait de la musique d'aujourd'hui, et en même temps une maison de référence où il y a une histoire, et avec le désir pour nous, membres du GRM, que les autres s'emparent de cette histoire. Cette histoire n'est pas cadenassée, bien au contraire. Elle est appelée à être partagée par tous ceux que ça intéresse et en quelque sorte d'être appropriée par tous les gens qui travaillent avec les outils technologiques. On fait correspondre la naissance de l'IRCAM à celle du Centre Pompidou de 1977, même s'il y avait des premiers travaux avant même que le Centre Pompidou n'existe. Et l'IRCAM signifie dans ses lettres l'Institut de recherche et coordination acoustique musique. Et je dirais que le mot central se trouve au centre du mot, c'est la coordination. On cherche à, en effet, relier l'électronique et l'instrument, mais disons-le de façon encore plus générale, l'homme et la machine. Et d'une façon plus fonctionnelle, le scientifique, ici présent, et l'artiste, qui n'est pas permanent. Alors, je n'ai pas vraiment choisi l'IRCAM, c'est-à-dire que j'étais étudiante à la Sorbonne, Paris 4, et mon professeur et directeur de mémoire à l'époque était Marc Battier donc, et qui travaillait aussi à l'IRCAM. Donc il m'a parlé de l'IRCAM et qui m'a dit que je devrais peut-être aller voir et me renseigner, que ça pouvait m'intéresser. Bien sûr dans le cadre de mon mémoire, mais bon, je pense qu'il avait l'intuition que ça me plairait. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là en fait que j'ai découvert l'IRCAM. La différence, elle est relativement simple. L'IRCAM s'intéresse essentiellement à la musique instrumentale et considère la technologie comme une prothèse greffée à l'instrument. Autrement dit, ce qui est privilégié, c'est un instrumentiste ou plusieurs sur scène avec un environnement électronique qui est, pour la plupart du temps, issu du jeu même de l'instrumentiste. Et le GRM est une autre branche, finalement, de la musique,
partagé par un grand nombre d'autres institutions, où il s'agit non pas de greffer sur instrument une prothèse, mais de partir même sur le phénomène de l'enregistrement. La musique concrète commence avec des disques, puisqu'à l'époque, le magnétophone, je parle de 48, 49, le magnétophone n'existait pas, on gravait directement sur les disques. Donc, c'est de manipuler, on pourrait le dire comme ça, du son enregistré. Que ce son enregistré soit d'origine instrumentale ou d'origine naturaliste ou d'origine anecdotique, style des pas dans un couloir, ou des cris d'animaux, ou une porte qui grince, ou un violoncelle qui joue, ou un clavecin, en soi, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le fait que ce son soit enregistré, et la technologie de l'enregistrement autorise un certain nombre d'opérations qui sont, pourrait-on dire, des opérations d'écriture. Lorsque vous mélangez 2 ou 3 sons ensemble, eh bien vous faites de l'harmonie d'une manière ou d'une autre, ou vous faites de la polyphonie. Lorsque vous mettez plus ou moins fort, vous traitez l'aspect dynamique, c'est comme un forté, un pianissimo. Lorsque vous passez d'un son à un autre, par montage par exemple, eh bien vous créez du discontinu. Et tout langage est basé sur le discontinu. Donc, il y a 2 mondes différents, pourrait-on dire, entre les musiques électroacoustiques et la musique instrumentale au sens actuel du terme, avec évidemment un certain nombre d'invariants, un certain nombre de traits communs entre les deux. C'est comme si nous faisions, au fond, la comparaison entre le théâtre et le cinéma. On voit bien que le cinéma sont des images enregistrées et que les processus et les procédés de l'enregistrement permettent un certain nombre d'opérations d'écriture. Il y a un point commun entre l'idée de l'IRCAM et l'idée du GRM, c'est innover le matériau, inventer un nouveau matériau sonore. Là où les chemins ont été historiquement divergents, c'est sur des questions de langage. C'est-à-dire que l'idée du GRM, qui est l'idée de la musique concrète, qui est l'idée de la photographie sonore, qui est finalement l'idée que dans la nature même, on puisse trouver déjà un paysage sonore, cette idée est assez éloignée du travail de l'IRCAM et finalement de la pensée du fondateur Pierre Boulez, qui a toujours pensé en termes de langage et finalement de syntaxe et je dirais même de code. Donc il y a dans l'obsession de l'écriture à l'IRCAM quelque chose qui l'éloigne finalement de la contemplation d'un moment de la nature. Il y a dans l'écriture et finalement dans le langage informatique, qui est une écriture, finalement, le langage informatique. L'informatique est un langage. Cette idée qu'un langage se constitue par une forme d'abstraction. Alors à l'IRCAM, ça a été d'abord, je pense, pour moi, la découverte des logiciels qui développent. Je me rappelle, c'était peut-être en 2000, 99-2000, et je me suis inscrite à des stages de formation sur les logiciels. Alors, je me rappelle de Diphone et Audioscult que j'adorais. D'ailleurs, logiciel que j'ai utilisé sur mes premiers albums, particulièrement pour le traitement de la voix. Voilà, donc c'est vrai que je dis souvent que la découverte de ces logiciels à l'IRCAM, ça a été pour moi un petit peu comme la découverte de la couleur, comme si je passais du noir et blanc à la couleur. Se pencher sur autre chose que l'harmonie, la mélodie, bien sûr les timbres des instruments, mais aller encore plus loin, donc, prolonger ces timbres-là à l'aide d'outils informatiques. Et là, ça fait un petit moment que je n'y suis pas retournée. J'aimerais beaucoup y retourner, effectivement, aller écouter des pièces. Voilà. Et il y avait comme ça des compositeurs qui venaient parler de leurs œuvres, des conférences. Et je me rappelle d'une pièce que j'avais entendue là-bas, qui était fantastique. C'était une pièce c'était Jonathan Harvey qui était là et qui avait présenté et expliqué une pièce qu'il a écrite qui s'appelle Advaya pour violoncelle électronique. C'était fascinant. On se retrouvait dans cette amphi le matin tôt à écouter des textures comme ça, absolument surréalistes pour moi, quoi. J'essaie de voir dans ce que j'ai pu écouter Stockhausen, le chant des adolescents, ou Berio, l'hommage à James Joyce. Tout ce travail sur la voix, le timbre, et comme ça,
Aussi, on peut parler de prolongement hein, du timbre de la voix. Ça a toujours été pour moi un mélange de choses. Hein. J'ai toujours utilisé ces inspirations, ces textures comme des palettes sonores. C'est vrai que mon moyen d'expression, c'est plus la chanson, la mélodie. Donc, c'est souvent intégré à des chansons. Après, il y en a qui ont été plus puristes que d'autres. Même à l'intérieur d'une chanson, je me rappelle d'une chanson que j'ai faite qui s'appelle Solène, qui était aussi, comme quoi l'eau, et c'est important pour moi, qui était à base de ces violoncelles et traitements de sons d'eau. Alors, c'était des casseroles que je transvasais, et tous ces sons-là que j'avais samplés et qui avaient donné naissance à ce morceau-là, Solène. Après aussi, dans la Marche de l'Empereur, il y avait pas mal de choses à partir de bruits justement de glace et de pas dans la neige que je retraitais en boucle, côté un petit peu répétitif aussi. Mais en général, ça a été très mélangé, plusieurs croisements comme ça. Ouais. Peut-être qu'un jour, je ferai un morceau purement concret, je ne sais pas. A proposito di rumore, questo è l'utilizzo di sonorità ricavate utilizzando elementi di corrente elettrica, fonti statiche che si ottengono toccando dei cavi, mettendoli in corto tra di loro. E mi piace poi riorganizzare questi elementi in forme ad esempio ritmiche come questa. E come puoi sentire l'utilizzo del rumore è molto presente. Ma poi questo rientra in un contesto tonale. C'è una componente innanzitutto di casualità nel mio lavoro e questa passa attraverso ad esempio l'utilizzo del rumore. Il rumore non è un evento così sempre prevedibile, anzi diventa un elemento di imprevedibilità nella composizione sonora e mi fa piacere che ci sia, e a volte questo rumore passa attraverso un semplicissimo hard disk che è difettoso, non va più come andava prima e quindi i dati contenuti qui dentro sono danneggiati, e in quanto danneggiati hanno possono acquisire una loro valenza estetica ancora più interessante di come erano precedentemente. E quindi si tratta di dati musicali che hanno un suono ma anche un rumore già dentro il loro corpo. Questo hard disk è caduto in acqua e quindi va e non va, e quando va malissimo, e qui dentro c'è un tesoro di materiale imprevisto per me. E questo è un rapporto diretto, immediato con il rumore. Nell'imprevisto penso anche alla musica di Cage. Nell'imprevisto però penso anche alla possibilità di improvvisare, di scrivere qualcosa che non avevo pensato di scrivere ma che a un certo punto prende una sua forma. Viviamo anche molto di una sorta di individualismo sonoro. Se penso prima a Walkman, poi adesso gli iPod, è un'immersione in un proprio mondo che stacca sempre di più dal mondo reale, che è fatto invece di sonorità sbalorditive. È per quello che ho dei microfoni piazzati fuori dalle finestre del mio studio, ed è per quello che sono, come dire,
sempre molto intrigato all'ambiente sonoro che attraversiamo anche solo camminando per strada. Però è vero che c'è minore attenzione per quello, ma non a caso servono i compositori che, come dire, aumentano l'attenzione verso questi ambiti, che mettono un dito e dicono ascoltiamo anche questo. Il mio metodo di scrittura per quanto riguarda il cinema è sempre stato basato sulla lettura della sceneggiatura, perché in quel momento non vedo il film, ma vedo un'immagine che è la mia proiezione del testo, quindi è un'immagine letteraria, molto più ampia, sicuramente molto più tridimensionale di quanto può essere un film. Tanto che io sono abituato a chiamare film il rapporto tra immagini e suono e musica, non la pellicola. La pellicola è la pellicola e sono le immagini. Chiamo film il lavoro complessivo, che è un rapporto molto delicato tra quanto si vede e quanto si sente. E in questo contesto mi sono reso conto di quanto sia fondamentale l'aspetto sonoro, a volte molto di più delle immagini. Se penso alla tensione, la tensione molto spesso è evocata da elementi sonori. E poi aggiungo che preferisco lavorare in questo modo perché così evito una pratica che ormai credo abbia fatto il suo tempo, come quella del commento sonoro. Ma perché il commento, appunto, proprio come dice la parola stessa, commenta quanto sto vedendo, è una didascalia, è un ribadire. E invece molto spesso non c'è bisogno di ribadire, nel senso che certe immagini, certi film, certe storie sono talmente forti che non hanno bisogno di un accompagnatore. Mi viene da scherzare e dire non hanno bisogno di una badante. Non sono dei vecchietti che hanno bisogno di essere accompagnati al bagno, ma hanno bisogno di qualcuno che sia in grado di trovare un parallelo drammaturgico, in grado di legare immagini e suono e musica contemporaneamente. Ed è per quello che la musica può già cominciare a prendere una forma precedentemente, prima ancora che si veda il film. Tanto che normalmente quando lavoro al cinema i registi cominciano a girare il film che hanno già molta musica su cui poter... e per il montatore questo diventa molto più semplice, perché si crea anche un momento ritmico che aiuta il montaggio. Poi c'è un altro aspetto che mi interessa, che è quello di pensare anche alle musiche del passato. Recentemente ho fatto un lavoro sull'arte della fuga di Bach, dove, ad esempio, attraverso l'idea del tempo, cioè immaginandomi che questi brani potessero avere un'esecuzione lentissima, in modo da poter capire esattamente quanto spazio c'era tra una nota e l'altra. E quello è stato uno dei modi per entrare dentro un ambito sonoro che in realtà appartiene a una tradizione classica quasi intoccabile. Ed è stato un modo per non rinnovare quella musica, perché la musica non ha bisogno di essere rinnovata. La musica si fa una volta solo ed è quella. Ed rimane per sempre così. E non ha bisogno nemmeno di essere riarrangiata, altrimenti diventerebbe musica da intrattenimento per le gelaterie. E invece quello che mi intrigava era la possibilità di poter entrare dentro quella musica e capire se io oggi da qui riuscivo a vedere un altro spazio lì dentro, in modo molto rispettoso della composizione che non ho voluto nemmeno sfiorare. E questo è un contrappunto, è il contrappunto numero 13. Eseguito esattamente come da partitura, soltanto eseguita a una lentezza tale che mi ha permesso di trovare uno spazio lì dentro che prima non avevo individuato. Poi Bach non aveva dato indicazioni esattamente su quali strumenti avrebbero dovuto eseguire questo brano, quindi io l'ho eseguito con 4 sintetizzatori. E da lì ad esempio è uscito molto rumore, come si può sentire.
La naissance de la musique concrète, c'est bien sûr Pierre Schaeffer, mais il ne faut pas oublier un autre personnage important, Pierre Henry. Auteur avec Schaeffer de la symphonie pour un homme seul en 1950 et du succès mondial Messe pour le temps présent en 1967, composé pour le spectacle de Maurice Béjart à Avignon. Certaines frictions feront que Pierre Henry et Pierre Schaeffer s'éloigneront l'un de l'autre juste avant la création du GRM en 1958. Pierre Henry représente un personnage incontournable dans cette histoire. Parce que cette histoire a commencé en quelque sorte avec un couple. Pierre Schaeffer, qui est un inventeur, à la fois conceptuel et pragmatique, et s'associe très vite à ce personnage hors du commun, un pur artiste, un créateur. Pour moi, Pierre Henry, c'est une sorte de Picasso du son. Et donc, pour qu'un art nouveau existe, il faut qu'il y ait des réalisations incontestables. Et Pierre Henry apporte cette dimension artistique. On voit bien, en écoutant ses premières œuvres, que cette musique est possible. Elle rend cette utopie réaliste. Et donc, ça suscite des vocations. En entendant les premiers travaux que l'on doit à Pierre Schaeffer et Pierre Henry, on voit bien qu'il se passe quelque chose et que cette voie-là est une voie praticable. François Bel est un artiste qui compte. Il est un compositeur raffiné, précis et poétique. Il a été un des grands collaborateurs de Pierre Schaeffer et le directeur du GRM pendant plus de 30 ans. Après musique concrète, musique électronique ou encore électroacoustique, il propose un nouvel angle de vue. Et j'ai introduit un terme qui était libre, qui était préexistant. J'ai employé le mot acousmatique et je lui ai accolé le mot musique. Musique acousmatique, alors ça c'est mon invention parce qu'on parlait de l'acousmatique. L'acousmatique c'est une attitude d'écoute, c'est-à-dire examiner la perception auditive. Acousma en grec veut dire perception auditive. Donc l'acousmatique c'est l'étude de la perception auditive, c'est une attitude, on pourrait même dire philosophique, c'est une attitude qui au fond, est celle de la phénoménologie. Et musique acousmatique, eh bien, pourquoi appeler ça musique acousmatique ? Bien parce que c'est la musique qui résulte de la position d'écoute et qui est plus générale que musique concrète, qui est marquée esthétiquement, musique électronique qui est marquée instrumentalement, musique électroacoustique qui est marquée commercialement, et musique acousmatique est, disons, un terme beaucoup plus vaste et beaucoup plus général, qui nous a rendu beaucoup service parce que, au fond, c'est un mot qui n'existait pas. Et moi, je tenais beaucoup à ce qu'un art qui n'existe pas invente le mot qui le qualifie, de façon qu'il ait ce qu'on peut appeler droit à son autonomie. Un art autonome, ça veut dire qu'il se nomme soi-même, doit avoir un nom spécifique. Voilà, alors j'ai introduit le nom de musique acousmatique. En 1974, François Bel invente l'acousmonium, orchestre de haut-parleurs. C'est l'instrument de la mise en scène de l'audible. Il désigne ainsi un dispositif constitué d'un ensemble de projecteurs sonores orchestrant l'image acoustique, délaissant alors l'idée de sonorisation. On peut parler d'acousmonium lorsque le dispositif est constitué d'au moins 16 haut-parleurs de différentes caractéristiques. Il est un instrument dont le son est travaillé par un choix et un positionnement précis d'enceinte acoustique. Il se distingue clairement du matériel de sonorisation classique en mettant en avant la spatialisation et le jeu sur le grain du son, et non une unique restitution fidèle et répartie de ce même son. Au début de la musique pour haut-parleurs,
c'était d'abord un travail de studio. Il s'agissait de faire quelque chose qui se tienne à l'écoute, et l'endroit pour l'expérimenter, c'était le studio, le compositeur étant au milieu de ses machines, avec ses deux haut-parleurs de part et d'autre, puisqu'on travaillait quand même sur 2 canaux en stéréophonie, et il s'agissait de tenir une durée d'écoute sans l'aide d'aucun instrumentiste pour développer des êtres sonores organisés en phrases et dont la durée, en général, n'excédait guère que 3, 4, 5 minutes. C'était les débuts. Parce que le début, c'était essentiellement le support radiophonique qui les a suscités. Donc on travaillait dans une cabine de radio en vue de quelque chose qui ressemblerait, au fond, à une écoute radiophonique. Et puis après, très vite après, les compositeurs ont voulu donner plus de consistance et de structuration à ce qu'ils faisaient. Donc ils se sont dit, on va travailler pour des auditeurs en direct, dans une salle. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans cette salle? On a mis 2 haut-parleurs sur la scène et on a convoqué les gens pour les écouter. Ça suffisait parce que c'était tellement nouveau. Et ça a duré comme ça pendant une dizaine d'années. L'enrichissement, ça a été ensuite de mettre 4 haut-parleurs, c'est-à-dire 2 haut-parleurs devant et puis 2 haut-parleurs derrière le public, dans l'idée que l'on ferait tourner le son avec les mains sur des potentiomètres. Et c'est ainsi qu'on est passé des années 50 aux années 60, 65. Il y a eu beaucoup de public pour écouter les musiques faites de cette façon. La surprise auditive était suffisante pour mobiliser l'attention. Un jour est arrivé que un certain ras-le-bol. C'était trop simple. Le public, au fond, avait compris et voulait quelque chose qui soit beaucoup plus consistant et beaucoup plus dense. Et c'est là que je me suis aperçu que finalement, quand on succédait à un orchestre qui nous laissait la salle pour nos propres concerts, eh bien, on disposait des fauteuils, on disposait d'une habitude, et le public avait simplement l'impression qu'il manquait beaucoup d'instruments, entre guillemets. Et donc, je me suis dit, du moment qu'on est capable d'écouter 150 musiciens qui jouent, pourquoi ne mettrions-nous pas aussi une centaine de haut-parleurs qui fonctionnent? Et c'est la première idée de la Cosmonium. Michel Chion est une figure intellectuelle importante. Universitaire reconnu, il a aussi écrit pour les cahiers du cinéma. Il est un des grands défenseurs et théoriciens de la cause concrète. Il inscrit sa réflexion autant sur le plan musical que sur le plan cinématographique. Il nous parle aujourd'hui en tant que compositeur de musique concrète, digne héritier de Pierre Schaeffer.
La Tentation de Saint-Antoine est une de ses œuvres. La Tentation de Saint-Antoine, pour moi, c'est une œuvre qui est liée en grande partie à mon émotion théâtrale. C'est comme au cinéma. Il y a un film, par exemple, je donne souvent un exemple, que je trouve très très bien construit, c'est Laurence d'Arabie de David Lean. Au départ, 4 bonshommes qui parlent dans des bureaux. Ensuite, juste un chameau dans le désert. Et puis, petit à petit, vous aurez, 1 heure plus tard, beaucoup de gens sur l'écran. Mais c'est pas la peine de commencer tout de suite, de dire « Regardez, j'ai tous ces moyens-là, c'est pas la peine ». Donc, c'est la construction à laquelle je suis attaché, et comme une belle représentation d'un théâtre mental. Et c'est comme ça que j'ai fait La Tentation, me souvenant aussi que j'avais un grand plaisir à lire des pièces de théâtre et m'imaginer le décor. Notamment, j'aimais beaucoup écouter les opéras à la radio, et quand je suis vraiment allé vers les opéras, les 3 quarts du temps, j'étais déçu parce que je trouvais que soit la mise en scène était prétentieuse et m'imposait un univers visuel dont je n'avais rien à faire. Donc l'idée dans La Tentation, on peut imaginer, c'est formidable, ça comme une pièce de théâtre imaginaire. Donc c'est ça qui m'a beaucoup marqué, et c'était important évidemment de faire arriver le personnage graduellement. Et donc je commence par une voix féminine, on ne sait pas qui parle, d'où elle parle, etc. J'ai souvenir d'une région lointaine, couleur d'émeraude. Et c'est après seulement que Saint-Antoine arrive, mais d'abord j'installe un son qui est comme un appel, comme ça, qui fait une sorte de zigzag dans l'espace, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, ça nous amène à écouter. Et puis, on entend un son très pâle que j'étais content d'avoir. Je l'ai créé, ce n'est pas un son que j'ai enregistré comme ça, mais je l'ai créé avec des tas d'effets de magnétophone, peu importe, et j'ai obtenu un son très pâle et périodique, et lointain. Et ce son m'évoquait à moi l'idée d'une lumière, d'un phare tournant qui de temps en temps passe par-dessus le brouillard. Et je l'ai baptisé mentalement le son du désert, parce qu'il n'y a rien. Ce son-là, avec son absence d'harmonique, son côté périodique, un peu dévitalisé, fait exister beaucoup de choses. Puis après seulement, je fais venir un son de crépitement de feux de cheminée, que j'ai d'ailleurs enregistré là chez Fer. J'en ai profité, il y a une vraie cheminée qui servait vraiment. Et donc, avec Madeleine Sola, donc on a enregistré ça, j'en ai gardé 10 minutes, je me suis dit, tiens, ça va être le son qui crée le petit lieu où vit ce personnage. Et donc, il y a d'abord, à ce moment-là, le son, puis ensuite le crépitement très fin, et seulement après, la voix de Schaeffer, donc de Saint-Antoine. Est-ce la clarté de l'aube ou bien un reflet de la lune? C'est la clarté de l'aube ou bien un reflet de la lune? Bonheur, j'ai vu naître la vie, j'ai vu le mouvement commencer, se pénétrer chaque atome, descendre jusqu'au fond de la matière. Antoine, les yeux toujours fermés, jouit de son inaction, et il étale ses membres sur la natte. Elle lui semble douce de plus en plus, si bien qu'elle se rembourre, elle se hausse, elle devient un lit, une chaloupe.
de l'eau clapote contre ses flancs. On dit souvent que la musique adoucit les mœurs. Elle nous modifie donc de l'intérieur. Est-ce que la musique nous fait penser le monde autrement? Par exemple, l'écoute d'une musique électronique n'aurait-elle pas la particularité de nous inviter à penser l'univers ou l'avenir de l'humanité? En somme, à nous transformer en métaphysiciens. À l'inverse, est-ce que l'écoute d'un morceau de musique romantique, comme un prélude de Chopin, ne serait pas plutôt une immersion dans les profondeurs de l'intime, une invitation à l'introspection? Qui n'a pas ressenti une certaine émotion à l'écoute d'un morceau? Qu'il soit électronique ou romantique, ces musiques offrent un sentiment particulier qui tend à un universel. Le compositeur Edgar Varèse, pionnier de la musique électronique, pensait que l'auditeur devait être un papier buvard vibratoire, qu'il devait absorber puis vibrer. Il doit écouter, être stimulé et sortir un peu de lui-même. Sortir un peu de soi-même. Donc, le compositeur cherche à créer une réaction auprès de son auditoire. Cette musique, parfois déroutante à l'écoute, réveillerait-elle l'esprit piégé à l'intérieur du corps? Perturber les sens pour réveiller les consciences. C'est vrai que cette perturbation des sens, elle est intéressante parce que tout d'un coup, moi, je parle souvent de surréalisme. Même dans une composition, une chanson que je vais écrire assez classique dans son arrangement, tout d'un coup, le fait de traiter, je pense à un morceau par exemple qui s'appelle Something More sur mon dernier album, Funky Night, où le saxophone est doublé par un synthé. Et il y a une raison pour laquelle il est doublé par un synthé. C'est pour lui donner justement ce côté surréaliste à son timbre, pour prolonger son timbre. Alors j'aurais pu évidemment traiter, comme je faisais avec les logiciels de l'IRCAM, ce son par exemple avec Diphone pour modifier ses propriétés mêmes et venir lui donner, mettre l'aspect sur certaines caractéristiques de son timbre. Là, c'est en le mariant avec un synthé. Avec une texture vraiment précise qui vient lui rajouter cette couleur et ce côté surréaliste, qui vient le plonger dans une poétique qui est différente que simplement garder un timbre naturel, quoi.
Je pense que la musique électronique et électroacoustique d'abord, puis maintenant électronique, puisque tout est rentré dans cette appellation-là, je pense que c'est justement exactement la même chose que ce qui s'est passé en peinture. C'est-à-dire que pendant des siècles, on a été dans une relation figurative avec l'extérieur, c'est-à-dire, au fond, d'imiter et de reproduire ce qui se passait. Et de manière, et sans se préoccuper, au fond, tellement de la matière. Et finalement, ce qui est très intéressant dans l'appellation de musique concrète, on pourrait dire que, comme la peinture, c'est de la musique abstraite, or, Dubuffet, d'ailleurs, disait qu'il faisait de la peinture concrète, mais pas de la peinture abstraite. Et c'est exactement, je suis absolument d'accord avec ça, c'est-à-dire que, pour moi, le fait de pouvoir faire de la musique au moyen de l'électronique ou de l'électroacoustique, c'est justement de plonger dans la matière. Ce que je disais, c'est de plonger dans cette espèce de matière sonore brute, comme un sculpteur, et de pouvoir, presque avec ses mains, de manière tangible, de créer des formes musicales, de créer des objets musicaux, comme le disait si bien Schaeffer dans son solfège, tel qu'il l'a défini dans le solfège des objets musicaux, de fabriquer des objets musicaux. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Dès la fin des années 40, quand Schaeffer définit la musique concrète, c'est quelque chose qui va évidemment complètement changer notre relation au son, la manière dont on va les fabriquer, dont on va les agencer, dont les composer, et aussi dont on va les recevoir. Et c'est vrai que dans la musique électronique, il y a deux sortes d'instruments, dans les instruments qui sont derrière moi. Il y a d'une part les synthétiseurs qui génèrent des fréquences électroniques et qu'on peut agencer, fabriquer, déformer, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle le sampling, enfin l'échantillonnage en français, qui est issu directement de la technique de Schaeffer, c'est-à-dire d'enregistrer des sons qui peuvent être des sons de la nature, qui peuvent être des fréquences électroniques, qui peuvent être des extraits de musique existante, qui vont être déformés, transformés, considérés comme un matériau sonore brut, et qu'on va pouvoir enregistrer, découper en tranches, un peu comme à partir d'un jambon, on découpe des tranches, et qu'on en fasse des plats à partir de ces tranches brutes, qu'on en fasse des plats spécifiques en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc ce sont deux manières qui se rejoignent, mais deux manières quand même assez différentes de faire de la musique, même si aujourd'hui les techniques d'enregistrement font que tout ça se rejoint. Mais au départ, ce sont quand même deux techniques différentes qui vont d'ailleurs donner historiquement, d'un côté, le groupe de recherche musicale, de l'autre côté, le studio de Cologne, de Stockhausen. En fait, vraiment, sont deux manières de concevoir le son de manière différente. Enfin, de concevoir le son. Deux manières d'approcher la composition musicale au moyen de électronique ou électroacoustique qui sont assez spécifiques. Encore une fois, tout ça se rejoint aujourd'hui avec les logiciels qu'on a à portée de main. On mélange en permanence l'approche électronique et l'approche électroacoustique. Mais au départ, ce sont deux choses un peu différentes quand même. On passe par. TV's with me. Hi. 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 How are you? Hi. Good. And you, my love? I'm late, like Yeah, well, as usual. you were working today, though, right? Yeah. Yeah. With the boss. With the boss, well, I don't know.
Stéphane? Ouais. Viens voir. J'ai retrouvé un plan. J'ai retrouvé un plan de la Cité de la Musique à la Villette, de Xenakis. C'est le concours perdu, le concours funeste qui a scellé le sort de Xenakis, architecte. Vous avez beaucoup de points communs avec Xenakis, parce que lui était compositeur-musicien, et il était aussi, et ça les gens le savent peu, il était architecte. Et toi, tu es musicien aussi, pour Moriarty, mais les gens ne savent pas que tu es architecte. Ça dépend, c'est des doubles vies. Je suis architecte en devenir, je recherche, je sais pas, je recherche peut-être aussi le lien entre musique et architecture, sans l'avoir vraiment prémédité, mais en fait, c'est les chemins de traverse des études, puis des hasards, surtout du métier musical qui est un peu imprévisible, font que finalement je me retrouve à faire l'aller-retour sans cesse entre musique et architecture. Et puis à un moment, ils commencent à se ressembler, et puis je me demande si c'est pas un seul art, au fond. Parce que à force d'écrire des chansons, d'écrire de la musique instrumentale et réfléchir sur des projets, ou même enseigner l'architecture, il y a plein de mécanismes qui se recoupent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Xenakis c'est presque la seule personne, la seule figure sur laquelle je sois tombé qui ait assumé pleinement le rapport entre musique et architecture. D'ailleurs, ça lui a pris un certain temps. Je crois que c'est... Je me demande si c'est pas Messiaen qui lui a un peu mis le pied à l'étrier, qui lui a dit assumez votre duplicité. Vous êtes musicien et architecte et ingénieur. Et c'est de ça dont vous devez faire un art, et pas juste étudier la composition de manière classique ou orthodoxe. Xenakis, c'est un parcours assez exceptionnel, parce que je crois qu'il arrive en France après la guerre, il me semble, en 1947. Oui, il est blessé d'ailleurs. Il vient de se faire... il se prend une balle. De prendre une balle dans le visage en luttant contre les Britanniques, après avoir lutté contre les nazis, l'occupation de la Grèce. Et ce qui est assez génial, c'est que dans certaines de ces interviews, on retrouve donc cette sorte de traumatisme, en fait, finalement, mais qui est à la fois peut-être sa naissance politique. Et il parle du son, d'ailleurs, du bruit, des manifestations de masse à Athènes, des rues envahies et des manifestations qui se transforment en émeutes. Il parle des slogans, des rythmes, des sortes de vagues ou de pulsations de milliers de personnes qui scandent à l'unisson des slogans, puis des premiers coups de feu répressifs, et tout d'un coup les slogans qui se transforment en cris et en chaos, et donc l'ordre qui se délite très, très vite, de manière contagieuse, et qui devient un tumulte de cris, de mitraillettes, de percussions. Et ça, c'est des mémoires totalement viscérales, qui sont en même temps, qui entrent après presque en conflit avec la structure complètement mathématique qu'il s'impose, la rigueur absolue, scientifique, qu'il applique à la composition. Et le plus génial, je trouve, c'est quand on met un peu en parallèle Métastasis, c'est sa première œuvre un peu accomplie, qu'il a écrite en 1954, au moment où il commençait à travailler pour Le Corbusier, sur le couvent de la Tourette, je crois, au départ. Il travaille 12 ans avec... En tout, il travaille 12 ans, et c'est assez tumultueux aussi, parce que c'est des personnalités violentes, finalement, qui sont confrontées l'une à l'autre. Un peu comme Pierre-Henri et Pierre Schaeffer, finalement. Deux personnalités qui, à un moment donné... Il y a des électrons qui se frottent assez violemment. Et je pense que... Apparemment, il y a quand même eu une forme de problème de reconnaissance et puis d'ego, d'existence de chacun en tant que créateur, puisque Xenakis apparemment s'est brouillé avec Corbusier au moment du pavillon Philips, qu'il a objectivement, si on fouille un peu dans la genèse de ses projets, Xenakis a conçu la majorité du projet. Enfin, il est vraiment à l'origine de tous les concepts structurels, du développement... et puis, encore une fois, de l'équivalence musique et architecture, qui est fondamentale à ce projet-là. Mais sinon, Stéphane,
Pour Moriarty, est-ce qu'il y a une influence de la musique concrète ou de ces mouvements expérimentaux dans votre musique et dans vos créations? C'est dur à dire de manière un peu univoque parce qu'on parle rarement du mouvement de musique concrète en tant que, disons que présence nommée comme ça. C'est plutôt une influence un peu diffuse. C'est plutôt une attitude. En fait, peut-être qu'on ose des choses par rapport au son qu'on n'aurait pas osé s'il n'y avait pas eu un peu cette espèce de libération-là, de travailler avec des bandes magnétiques tout d'un coup qu'on triture ou assumer des bruits, des imperfections, des impuretés dans le son. Donc je crois que ça a commencé peut-être avec des lubies, avec l'idée d'enregistrer avec un seul micro qui prenait tout le son de la pièce et sonner en acoustique dans une pièce, sans séparer chaque musicien par un travail de studio qui dissèque, qui aseptise. C'était plutôt pour nous le but et l'intérêt du son et du bruit concret. C'est plutôt de ramener de la vie dans la musique, c'est plutôt de ramener de l'imprévu aussi, de l'accidentel. Donc le premier enregistrement qu'on avait fait comme ça, c'était dans un salon, je crois, autour d'un micro à lampe qui prenait tout le groupe en cercle autour. Et on entendait le son de la pièce qui résonnait, le parquet qui grinçait. On a ensuite essayé de faire ça avec des bandes, des appareils Revox G36, là, des vieux appareils à bande. Et il y avait toujours dans une pièce où on jouait un sifflement aigu qu'on a appelé le fantôme, qui apparaissait sur certaines chansons, qui les handicapaient. En réalité, on ne pouvait plus les utiliser. Mais le fantôme sifflait. Le fantôme sifflait. Et je crois qu'il était issu d'un problème électrique ou d'une fréquence de la pièce ou du béton ou je ne sais pas quoi. Et peut-être que c'est un bruit concret finalement. C'est juste une sorte d'impureté qui vient à la fois de l'architecture et du système d'enregistrement. Et puis de l'exigence de toujours enregistrer comme ça en live, sans faire des prises séparées pour garder quelque chose qui finalement est l'unicité de l'exécution. Et ça, on a eu beaucoup de mal souvent à le garder parce que finalement le système des studios aujourd'hui est beaucoup plus morcelé, il y a beaucoup plus une idée de contrôle de l'ingénierie. Donc pour nous, en fait, l'apport de la musique concrète, peut-être que c'est simplement le fait de pouvoir assumer des bruits accidentels, de pouvoir dire un bruit de fond est là. Dans la rue, on l'entend, comme sur notre premier album, il y a cette chanson Tagono Ura, où la fenêtre est restée ouverte dans le studio. Et on entend les oiseaux qui chantent. Quand on monte le volume très fort, on entend dans les silences, dans les suspensions musicales, on entend les oiseaux qui chantent à l'extérieur parce qu'on était dans une ferme au milieu des champs. Et tout ça avec aussi l'apport peut-être d'instruments qui n'en sont pas, comme une perceuse ou une machine à écrire dont la percussion s'était insérée et devenue la percussion du morceau, alors que c'était un accident parce que quelqu'un tapait ça à la machine quand on écrivait le morceau. Des éléments pas du tout. C'est des éléments de bruit pur, qui sont juste du bruit et qui font partie de la matière musicale à part entière. Et finalement, effectivement, une machine à écrire ou le bruit du trafic, comme on entend là autour de nous, au loin, est un peu aussi important que la musique parfois. En tout cas, il est son complément. Donc c'est un peu ce qu'on... Je crois on cherche, on court un peu après ça d'une certaine manière, à tenter de se laisser glisser, de ne pas être juste hypnotisé par l'écriture musicale, surtout par rapport au genre musical qu'on travaille, entre des chansons traditionnelles, folk ou rock. C'est un registre de musique populaire, mais qui a besoin d'être inquiété par le son concret, finalement. Inquiété, nourri, inspiré, dérangé. Souvent, c'est cette notion d'imprévu qui est la plus importante dans le son concret. N'avez-vous pas remarqué cette particularité, oui, de la musique électronique, comme une atmosphère, comment dire, il y a comme quelque chose d'étrange, une sorte de mystère. Mais d'où vient ce mystère ?
c'est magique, c'est mystérieux, et en même temps c'est mathématique et très cérébral. Donc c'est ça qui est fou. Alors, je pense qu'il y a une fascination et un mystère autour de la musique électronique qui est dû à plusieurs causes. La première, c'est effectivement le fait qu'on ne peut pas déceler l'origine des sons qu'on écoute. Le procédé de reproduction multicanale se justifie complètement dans la musique électronique, dans la mesure où on ne peut pas justement déceler et comprendre et sentir l'origine d'un son ou sa nature. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les enregistrements 5 points ou autres d'un orchestre symphonique n'a aucun sens, sauf à recréer, par exemple, le fait d'être à la Scala de Milan, de recréer l'univers, ou d'être à Bayreuth ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on a l'orchestre devant soi, et puis on a recréé, en fait, le son de la salle. Mais d'être au milieu de l'orchestre n'a aucun intérêt, puisque ce n'est pas la position du tout idéale pour écouter le résultat. En revanche, dans la musique électronique, le fait de spatialiser des sources qui sont des sources dont on ne peut pas déceler l'origine prend tout son sens et tout son mystère en même temps. L'autre raison aussi, indépendamment du fait qu'on a des difficultés à analyser la source et l'origine d'un son électronique, c'est aussi cette espèce de méfiance et de peur face à la technologie, notamment au XXe siècle. Ça commence un peu à disparaître aujourd'hui, mais ça reste quand même dans l'inconscient. C'est-à-dire que finalement, des sons qui sont fabriqués, des sons par des machines, il y a eu déjà... Maintenant, on est derrière tout ça, mais il y a eu quand même très longtemps, la musique électronique a charrié ce handicap. Ce n'étaient pas des instruments de musique qui étaient à l'origine de ces sons, mais plutôt des machines. Alors que finalement, évidemment, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est une opinion culturelle et c'est une habitude culturelle. Je veux dire que si on met un piano à queue dans certaines tribus, au milieu de certaines tribus africaines ou chez les Pygmées, les gens autour ne vont pas analyser, ils vont peut-être penser que c'est une navette spatiale, mais pas nécessairement l'intégrer à l'idée d'un instrument de musique. Donc c'est la même chose pour les synthétiseurs. Aujourd'hui, tout le monde plus ou moins considère que c'est un instrument de musique parce que tout simplement, culturellement, on l'a digéré. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Donc ça a aussi généré cette confusion.
La troisième raison, c'est que pendant des années, la musique électronique a été considérée comme une musique froide, robotique et sans émotion, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu un grand succès de musique électronique dans les années 60 qui s'appelait Swish on Back de Walter Carlos, qui est devenu Wendy Carlos, qui a brillamment d'ailleurs recréé des œuvres de Bach avec un Moog modulaire, c'est-à-dire sur l'instrument qu'on voit là-bas. Et donc, les gens se sont dit, bon, finalement, le synthétiseur, c'est un instrument pour imiter les instruments acoustiques. Donc, ce n'est pas un véritable instrument. Ensuite, il y a eu toute la vague allemande de Kraftwerk, Tangerine Dream, Klaus Schulze, etc., qui ont fait l'apologie de la machine d'une manière très germanique, en disant finalement, ces instruments électroniques font de la musique à la place des humains. Alors, de manière très brillante avec Kraftwerk, qui a fait de toute cette approche robotique et très froide un style à part entière. Des gens comme Tangerine Dream, qui à la fin de leur performance, même quittaient la scène et laissaient les séquenceurs jouer tout seuls, qui a continué à induire cette confusion ou à nourrir cette idée qu'au fond, la musique électronique n'était pas de la vraie musique, puisque finalement, c'était les machines qui le faisaient à la place des hommes. Et puis ensuite, il y a eu troisième confusion, il y a eu les DJ qui sont venus avec des platines et qui en fait passaient la musique des autres en la transformant, mais finalement, c'était pas pour l'inconscient collectif, pour les gens, de la vraie musique, puisque c'était finalement de la musique qui était c'était la musique des autres retransformée et filtrée. Et c'est que depuis finalement, je pense, une dizaine d'années, que la musique électronique maintenant devient, je dirais, presque normale, c'est-à-dire dans la manière dont elle est fabriquée, où on se dit, bon, bah, aujourd'hui, effectivement, entre un instrument, un synthétiseur et un violon, il n'y a pas trop de différence. Et puis, la dernière raison par rapport au mystère, c'est la fascination face à la technologie de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a un côté science-fiction, il y a un côté futuriste, que ce soit rétro-futuriste ou pas. D'ailleurs, beaucoup de futurisme sont plutôt rétro-futuristes, d'ailleurs, surtout aujourd'hui, et où on se réfère à une vision du futur qui appartient plutôt au passé qu'à l'avenir. Et donc ce mélange à la fois de mystère, de fascination liée au mystère et à la science-fiction. Pour moi, ça reste des outils fascinants qui offrent encore beaucoup de possibilités et toujours en renouvellement, que ce soit dans l'hardware comme dans le software. On est toujours dans l'innovation et de plus en plus pointu, de plus en plus affûté. Après, je pense que tout ça, c'est toujours... je ramènerai à une seule chose, c'est la créativité. Voilà. Les outils, c'est bien, mais la base, c'est la créativité, avoir des choses à dire et des visions. Fabriquer une œuvre d'art est un processus complexe, où le cheminement créatif est comme un tunnel d'activité mentale qui débouche sur une œuvre. Alors surgit la question inévitable, est-ce beau ou pas? Question qui nous permet de communiquer avec notre entourage et de débattre, avec accord ou désaccord sur l'œuvre jugée. Débat souvent animé puisque ce sentiment de beauté est un sentiment subjectif qui se veut universel. Il implique une nécessité intérieure essentielle quant à notre rapport à l'existence et à notre situation dans le monde. Quand on aime un morceau de musique, on a l'impression qu'il prend un sens, comme s'il y avait quelque chose à comprendre. L'auditeur est incapable de donner une quelconque signification de ce qu'il écoute. En cela, la musique est un phénomène assez unique. Probablement parce qu'il n'y a pas d'image pour orienter notre imaginaire. C'est un matériel pur, invisible, qui s'offre à nous et semble avoir une signification. Au mieux, l'auditeur aura l'intuition que le morceau est triste ou joyeux, par sa simple forme. Mais on a quand même l'impression de comprendre cette organisation de sons. La matière musicale se transforme en une petite histoire pour enfants,
qui nous seraient racontées par des notes, les unes à la suite des autres, et sans aucun mot. Quand l'art nous touche profondément, ce choc esthétique puissant nous porte à une certaine idée morale du monde. On prend conscience de quelque chose de supérieur qui met en rapport notre existence avec le monde qui évolue autour de nous. L'art réveille en nous un idéal qui semblait éteint. De nombreux philosophes se sont intéressés à la notion d'esthétique. Que la beauté soit naturelle ou d'origine humaine, sa place dans la vie des hommes a une importance profonde. Il suffit de voir combien notre société est soumise aux diktats de l'image et de la beauté. L'artiste, peut-être de manière inconsciente, a besoin de la beauté pour garder un lien avec ses contemporains et maintenir un équilibre du monde. La beauté artistique comme lien entre les êtres humains, avouez que c'est une explication des plus séduisantes. Qu'arriverait-il si l'homme n'avait plus l'art dans toutes ses formes? Quel est le but de l'art? Qui peut bien avoir la réponse? Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature.